salue sur ce plateau. Bonsoir Dominique Seux. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Bonsoir Gérard Miller. Vous êtes psychanalyste et éditorialiste LCI. Bonsoir Olivier Duhamel. Vous êtes politologue et directeur de la revue Pouvoir. Et dans quelques instants s'installera également l'épidémiologiste Catherine Hill. Mais avant tout, bien sûr les faits, rien que les faits, les indispensables, Claire Sergent. Bonsoir Claire. Bonsoir. Vous nous dites ce soir qu'il y a des foyers, des endroits où le virus semble repartir. Ah oui, en premier, Sarcelles, dans le Val d'Oise, une trentaine de cas a été découvert ces derniers jours. Une campagne massive de dépistage a été lancée. Vous le voyez, ces tentes itinérantes qui s'installent chaque jour à un point différent de la ville. Pourquoi cette alerte à Sarcelles? Parce que l'ARS a lancé 80 opérations de dépistage dans tout le Val d'Oise. Résultat, on dénombre 4 fois plus de tests positifs à Sarcelles que partout ailleurs en Ile-de-France, alors que la moyenne des tests positifs est de 0,5 à 1%, à Sarcelles elle va de 3 à 4%, mais une précision importante, à la quasi-totalité des cas détectés sont asymptomatiques. On n'a pas trouvé de cluster, on n'a pas trouvé donc 3 personnes contaminées dans un même lieu ou dans une même famille. On continue à chercher. On n'a pas d'éléments pour savoir si on est sur une croissance ou sur une décroissance. Ce qu'on sait, c'est qu'on est plus haut qu'ailleurs. Alors, quelle est l'origine de ces contaminations? L'ARS continue de mener l'enquête. Plusieurs pistes. Un grand centre commercial de la ville ou des hôtels sociaux, ils vont être les lieux de test pour savoir s'ils sont des foyers de contamination ou s'il s'agit de cas diffus. Alors, un autre lieu en France où là, en revanche, on a identifié des clusters, c'est Rouen. Effectivement, 5 foyers ont été détectés ces derniers jours. Regardez sur la carte, il y a 4 clusters familiaux, donc des contaminations au sein de la même famille. Il y en a un au Petit-Quevilly, un sur la rive gauche de Rouen, 2 à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est 35 cas en tout qui ont été placés en isolement pour 14 jours. Et le dernier foyer s'est constitué au sein d'un EHPAD de Rouen avec 13 cas recensés et toutes les visites ont été suspendues. Et puis Amélie, un autre endroit, vous en parliez, surprenant alors même qu'il n'y a plus de sport, plus de championnat en France, que tous les clubs, notamment de foot, sont à l'arrêt depuis 3 mois. Eh bien, à l'AS Saint-Étienne, un cluster s'est formé, 5 cas sont confirmés, dont 3 joueurs, mais les 33 joueurs ainsi que l'encadrement et tout le personnel administratif ont été testés et l'enquête est toujours en cours pour identifier tous les possibles cas contacts. Et donc aujourd'hui, quand on prend la perspective du 11 mai, il y a combien de clusters en France ? Alors il y a en France 239 clusters apparus depuis la fin du confinement, mais là on ne compte ici ni les EHPAD, ni les contaminations au sein des familles. Alors je rappelle qu'on considère qu'il y a apparition d'un foyer de contamination à partir de 3 cas détectés en 7 jours, dans un même lieu, une même communauté, ou alors parmi les personnes qui ont participé au même rassemblement. Et pour la majorité de ces foyers, 66% d'entre eux, ils comptaient plus de 5 cas, ça représente 157 clusters. Alors aujourd'hui, 74 clusters sont en cours d'investigation. Voici comment ils sont répartis en France, car les autres, en fait, ils sont soit déjà clôturés, soit maîtrisés. Et vous le voyez, ceux qui sont encore en cours d'investigation, ils sont répartis entre le Nord, l'Île-de-France, le Grand Est, les Pays de la Loire, la Provence-Alpes, Côte d'Azur, et puis surtout la Guyane, c'est là où il y en a le plus, 12. Sinon, c'est dans le Nord où il y a 6 clusters, et la Loire-Atlantique, 5. Et sur ces 74 clusters, qui sont donc toujours en cours d'investigation, 30 d'entre eux sont à un seuil critique jugé élevé et les 44 autres sont eux à un seuil critique modéré. Autrement dit, pas de situation préoccupante pour les autorités sanitaires sur ces 44 clusters. Merci beaucoup Claire. Bonsoir Catherine Hill. Bonsoir. Vous avez rejoint, vous êtes épidémiologiste et biostatisticienne. Et ma première question, elle sera donc pour vous. On prend la Normandie, 28 morts en 24 heures, accélération du virus sur place. Le taux de reproduction a dépassé le seuil de vigilance. Bon, d'une part, est-ce que c'est grave, docteur, mais surtout comment on l'explique? Est-ce qu'il faut, par exemple, arrêter les repas en famille là, en ce moment? Et je pense que ce qui est clair, c'est que le virus circule. Le virus est partout dans le pays, on le voit bien. Donc, tout le monde a l'air de s'en fiche complètement. On dit que on est déconfiné, la vie reprend normalement, mais c'est une erreur. Le virus circule. Tant qu'on ne se met pas à tester largement la population, ceux qui ont des symptômes et ceux qui n'ont pas de symptômes, parce que la moitié des contaminations vient de gens qui n'ont pas de symptômes. Donc ils ne se savent pas contaminants. Ils se promènent, ils vont au café, ils vont dans des fêtes, ils vont dans des dîners de famille. Et donc le virus est là et il continue à circuler.
Contrairement, par exemple, à la Chine, à Pékin, la semaine dernière, il y avait 0 cas chaque jour, et tout d'un coup, il y a eu 30 cas par jour. Et à Pékin, quand il y a 30 cas par jour pendant 6 jours d'affilée, c'est branle-bas de compas. Et nous, donc, on ne réagit pas assez. D'ailleurs, vous dites aujourd'hui dans le Parisien, Catherine Hill, que vous n'êtes pas tant inquiétée par ce qui se passe en Chine que par ce qui se passe chez nous, en France. Bien sûr, évidemment. Pourquoi? On n'en fait pas assez, on ne réagit pas assez fort, assez Parce vite. qu'en France, il y a 450 cas par jour pour 67 millions d'habitants, et qu'à Pékin, il y a 30 cas par jour pour 22 millions d'habitants. Donc il y a beaucoup plus de cas par jour en France, et tout le monde a l'air de trouver que ça n'a aucune importance, tout va très bien. Évidemment, on n'est plus dans le pic de l'épidémie à l'emballement. Alors, vous parlez en creux du comportement des Français, si ce n'est des autorités publiques, mais effectivement, Santé publique France a publié un bulletin hier sur les gestes barrières. La proportion de personnes du panel qui ne se serrent pas la main et n'embrassent pas passe de 93% à 76%. Le respect de la distance d'1 mètre, on passe de 87% fin mars à 58%. Le lavage des mains maintenant, 76% aujourd'hui, 67%, vous voyez pour le port du masque, 54%, 49%. Alors messieurs autour de la table, alors quel constat sur cette reprise des clusters? Est-ce que vous dites, en effet, les Français, ils ont trop relâché la pression, c'est de notre faute? Non mais, ce qui vient d'être dit est parfaitement clair. Le virus circule, il faut être toujours vigilant, il faut donc garder les distances, continuer le minimum qu'actuellement on nous demande, parce qu'actuellement on nous demande le minimum. Le confinement n'était pas le minimum. Cela étant, ce qu'on peut sans doute considérer comme positif, c'est que lorsqu'il y a une émission comme la vôtre, ou lorsque plus généralement on nous informe sur les clusters, c'est des signaux d'alarme, c'est vrai, dans un moment où nous avons envie de vivre, où nous avons envie d'être libres, où nous avons envie de retrouver quelque chose qui s'apparente, non pas à la vie d'avant, qui avait aussi beaucoup de défauts, mais qui s'apparente en tout cas à ce que nous imaginons être une vie normale. Donc il ne faut pas en vouloir aux Français. C'est ça qui m'inquiète toujours, c'est que vous avez tout à fait raison dans tout ce que vous avez dit, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas être tout de suite avec la férule à la main pour nous taper sur les doigts. C'est très normal. On pourrait dire malheureusement pour le médecin, heureusement pour l'être humain, c'est très normal que nous ayons envie de vivre. Donc il va falloir concilier vos consignes que nous allons suivre avec notre désir de vivre, et même en plus de vivre libre. Le problème, c'est pas le comportement des gens, le problème, c'est l'attitude des autorités. On teste on nous a dit qu'on pouvait tester 100 000 personnes par jour, qu'on pourrait faire 700 000 tests par semaine. On ne fait même pas la moitié de ces tests. Comment est-ce qu'on s'en est sorti en Allemagne? Comment est-ce qu'on s'en est sorti en Chine? Vous avez bien vu les images à Pékin. On est en train de tester des immeubles entiers. On est en train de tester tout le monde. S'il y a des cas, des foyers autour de Rouen, il faut tester la population systématiquement. Alors là, on vous montre les images de Sarcelles, donc on l'a très bien vu avec Claire, où il y a plus de cas ces derniers temps. Ils testent, ils ont envoyé sur place, on voit des dispositifs, des tentes pour tester plus. Mais il est temps de faire ça. Mais c'est très tard, et on aurait dû faire ça plus tôt. Et il faut tester massivement. Et on peut faire des tests groupés, ce qui s'est fait à Wuhan. Ils ont testé récemment, il y a moins de 15 jours, 11 millions d'habitants, en mettant les prélèvements de 10 personnes dans le même tube et en cherchant le virus. Donc s'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont porteurs du virus, c'est une façon économique, on a moins de tests à faire. Si Est-ce qu'on peut tester, on va tester tout le monde tous les 10 jours? Parce que si on teste à un moment 10 jours après, il faudrait retester le nouveau. Mais ça, c'était l'argument d'Olivier Véran pour dire on ne va pas tester. J'essaie de comprendre en fait. Oui, mais le problème, le virus circule. Il circule à relativement bas bruit. Donc il faut aller le chercher dans les endroits où il a le plus de chances d'être. Il faut trouver les gens qui sont positifs et qui n'ont pas de symptômes. Parce que ceux qui ont des symptômes, on va les trouver. Et en tout cas, il faut aller vite, parce que les gens sont contagieux pendant 10 jours, en gros, en première approximation. Donc 4 jours avant l'apparition des symptômes, le jour du symptôme et 5 jours après. L'essentiel des contaminations se font dans une fenêtre assez petite. Si vous cherchez les gens qui sont symptomatiques et vous attendez qu'ils soient symptomatiques pour les trouver, contaminer un certain nombre de personnes. Le temps. Bien sûr. J'ai de la fièvre vendredi soir. Je ne vais pas embêter mon médecin, on verra demain. Bon, et j'arrive le lundi et il m'a dit il faut aller faire un test. Ben, vous ferez le test mardi. Donc cette personne-là, elle a déjà eu beaucoup de chance de contaminer des gens pendant cette période de temps. Donc il faudra aller beaucoup plus vite
et il faut tester. Et alors, Olivier, en fait-on pas, pensez-vous, puisque nous avons les tests, manifestement. Alors là, c'est la question à 10 balles. Je ne comprends pas. Alors, Et moi, on je vais peut... vous dire pourquoi. Ah, Parce que nous ne sommes pas en Chine, madame. Vous prenez toutes vos références avec ce qui se passe à Pékin ou ce qui se passe à Wuhan. en Allemagne aussi. Entendons-nous bien. Vous avez absolument raison de mettre en garde sur le fait que le virus circule encore. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les clusters, c'est plutôt réjouissant, moi je trouve, qu'on identifie les clusters. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a une bonne surveillance. On a expliqué quelque part par une belle métaphore que cette pandémie ne se répandait pas en taches d'huile, mais comme un feu de forêt. Ce sont une brindille qui saute et qui tout d'un coup, ici, on ne sait pas pourquoi, à nouveau crée l'incendie, et ici, et ici. Les clusters, c'est ça, et dans le fond, voir où l'incendie démarre pour le circonvenir, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne teste pas plus? C'est pas cette fois-ci par manque de tests. C'est parce que les gens ne vont pas se faire tester. Et à la différence de la Chine, on ne peut pas obliger les gens à se tester. Ça, c'est sûr qu'en Chine, quand on arrive à Wuhan, dans un quartier, et qu'on dit on teste tout le monde, si vous vous refusez, vous allez en tombe direct. Mais en France, vous ne pouvez pas mettre, même si, évidemment, vous pourriez le souhaiter pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons démocratiques, vous ne pouvez pas mettre en prison quelqu'un qui ne veut pas être testé. Et donc on doit accepter la situation Accepter, il faut inciter les gens à tester, il faut dire c'est facile, il faut tout ce que vous voulez faire les campagnes, mais on ne peut pas obliger dans une Mais démocratie. personne ne parle d'obliger. Mais c'est la réponse. On n'a Vous dites pourquoi ils arrivent en Chine on et n'a pas chez même vous. pas proposé. Eh oui, en c'est- Allemagne, et Mais en Allemagne. on pose aujourd'hui les tests. mais Olivier, Non, absolument pas. Ça, c'est un point essentiel. C'est moi, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais me faire tester ou pas tester, par exemple. On a dit non, c'est pas Et nécessaire. on le fait dans de la se faire bouche, c'est tester. moins désagréable. On a dit ça. À un moment donné, ici même, on a dit non, c'est pas nécessaire de se faire tester. Je n'ai jamais reçu la proposition d'aucune façon d'aller me faire tester. Il faudrait que j'aille, moi, volontairement, et je pensais à un moment donné qu'il fallait pas que je le fasse. Donc je suppose que c'est le cas pour l'immense majorité des gens. Il n'y a jamais eu de campagne. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Sarcelles? On va et on dit aux gens, venez vous faire tester. Mais les gens, Bon, C'est et on ne très peut pas les obliger parce qu'on n'est pas à Wuhan. On le fait parce qu'il y a un cluster Oui, on le fait identifié parce qu'il y a et un donc cluster. on élargit. C'est vrai que la différence avec l'Allemagne notamment, c'est que on va se faire tester avec une ordonnance. Si Oui. un médecin vous l'a demandé, vous ne pouvez pas, vous, de votre Olivier Duhamel, aller aller dans un laboratoire et vous faire tester parce que Le vous faites. dispenseur Non, plastique. ils ont fait des drive-in. Les gens venaient, ils étaient testés, En on France, leur c'est assez demandait peu rien. développé quand même. Moi, il y a un problème de communication. Quelque chose que je ne comprends pas dans la communication du pouvoir sanitaire, c'est qu'on ne nous dise pas chaque jour clairement combien il y a de cas nouveaux en France. Il faut 450 en moyenne par Et jour. c'est pas dans le communiqué général, assez Non, curieusement. il faut faire la Il soustraction. faut aller chercher des petites. Il faut faire des recherches un peu qu'on trouve assez facilement. c'est Faire vrai. une opération. Il faut faire une avec des petites soustraction. très compliqué. Hein. Mais pourquoi Non, ça vous Le dérange chiffre de demain l'anglais, moi le chiffre Oui, de l'autre. exactement. Non, vous avez le nombre d'hospitalisations, de réanimations, Non, non. le nombre de cas qui est entre 200 et 500, hier je crois que c'était 547 ou avant-hier. Oui. En fait, ce n'est pas en tout cas au minimum le chiffre qui est mis en avant. Et pourquoi ça vous dérange, oui, quand Eh bien même parce que C'est la dynamique. quand on a entre 200 et 500 cas par jour, il faut, pour compter les asymptomatiques, on doit multiplier par combien? Par 4, 5, quelque chose comme ça. Oh, Euh, c'est difficile à dire. Hein. C'est très difficile. Mais en tout cas, par un multiple, et donc ça veut dire qu'il y a quand même chaque jour plusieurs milliers de personnes en France qui sont contaminées. Si on disait ça... Contaminantes. Contaminantes, voilà. Si on le disait tous les jours, ça frapperait un peu plus les esprits, parce que, comme le disait mon excellent voisin, il y a un petit relâchement quand même aujourd'hui. Alors les chiffres sont intéressants. Santé Ce que vous publique avez France. montré, les chiffres sur les gestes barrières. je vois quand même que sur les gestes barrières, le lavage des mains reste quand même très majoritaire. Et donc ça, c'est évidemment une excellente nouvelle. Je vois que dans les transports en commun, le port du masque, qui est à la fois obligatoire, mais cette obligation est respectée, ça reste le cas. Donc quand même, les Français continuent majoritairement d'observer les gestes barrières. J'ai une question à nouveau très pragmatique, je l'ai effleuré tout à l'heure. Est-ce que les repas, les réunions de famille sont un risque important aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cas qui partent de ces moments-là en famille. c'est très simple. C'est comme une histoire de boule de billard. Plus vous croisez de gens que vous n'avez pas croisés la veille, plus vous avez de probabilité de tomber sur le virus. Il faudrait continuer à limiter ces rendez-vous-là en réalité ou pas? Si vous faites un repas où vous allez rencontrer l'oncle Joseph que vous n'avez pas vu depuis 2 mois,
ou n'importe qui d'autre, un cousin ou la fiancée de tata, vous avez plus de chances de tomber sur le virus. Mais l'autre question, c'est aussi, parce qu'on voit les joueurs de l'AS Saint-Etienne, mais certains joueurs, en fait, ils ont visiblement eu le virus pendant la période de confinement, là, pas récemment. Est-ce qu'on se rend compte, à force de tests, même si vous nous dites qu'il y en a pas assez, que le virus, il a quand même beaucoup plus circulé que ce qu'on pensait? On n'a jamais fait testé un échantillon représentatif de la population. À aucun moment. J'ai envoyé des mails à Jérôme Salomon, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un truc qui a été fait à New York et ailleurs, c'est les femmes qui viennent accoucher. C'est un échantillon relativement représentatif, pas en termes d'âge ni de sexe, mais elles sont partout dans le pays. De sexe, j'aime d'accord. En termes de sexe, très peu. Mais tous les jours, il y a à peu près 2000 accouchements par jour. Une femme qui vient accoucher, si on lui demande gentiment si elle veut bien qu'on lui mette un truc dans le nez qui fait peut-être un peu mal, au point où quand même dans un accouchement, c'est pas la partie la plus traumatisante, elles auraient certainement accepté, c'était facile, et on aurait eu une idée de la situation du virus à l'instant T, et à l'instant T plus 7 ou plus 14 jours plus tard, etc. On aurait pu faire ça, c'était pas cher, il n'y avait pas besoin de beaucoup de tests. Silence radio. Ce qui est compliqué par rapport à votre histoire de famille, ce qui est certain, c'est qu'un grand rassemblement familial assez confiné, ça, il faut évidemment l'éviter, ça, tout le monde sait. C'est pas la même chose qu'un dîner tous les dimanches en famille restreinte, si on le fait depuis un certain temps. Mais le truc qui est compliqué, c'est que si j'ai bien compris, tout contaminé n'est pas contaminant. Et que 80% des contaminations sont provoquées par 10% seulement des contaminés, qui sont des surinfectants. Votre histoire de Saint-Etienne, par exemple, ça peut très bien avoir eu juste un malchance de tomber sur un surinfectant. Ce qui me frappe quand même, c'est que quand on regarde à la fois les gestes barrières et l'attitude générale de la population, c'est qu'il se fait une sorte d'organisation. Les personnes à risque, et notamment les personnes les plus âgées, portent beaucoup plus de masques que les personnes les plus jeunes. Pour une raison relativement simple, qui est que les moins de 50 ans ont compris que le risque était quand même extraordinairement faible. Alors, il y a un juste sujet, un mot, vous vous êtes trompé après ce sera mon tour, je lève le doigt. Non, mais juste un mot. Vous avez globalement peut-être raison sur les gestes barrières, mais c'est vrai qu'il y a, sur la distanciation sociale, Oui, là, il y a un vrai recul. Or, franchement, la distanciation d'un mètre, c'est quand même élémentaire et pas... À la limite, c'est beaucoup moins emmerdant que de porter, moi j'ai fait 4 heures de train, 4 heures avec le masque, en plus en tissu, c'est infernal. Bon, je l'ai porté, mais c'est infernal. Parce que respecter un mètre, c'est pas le bout du monde. Allez, l'image qu'on va regarder aussi, c'est celle des abattoirs en Allemagne, le plus grand abattoir d'Europe, hein, avec plus de 730 employés testés positifs au coronavirus sur 1100 tests. Alors, on a envie de vous demander ce que ça nous raconte du virus, mais aussi il y a la question de la température, parce qu'on s'est raconté pendant un moment que si là-bas, dans les abattoirs, ça se diffusait plus, c'est parce qu'il faisait plus froid, que le virus, ça l'arrangeait un peu plus, et qu'en plus, quand il y avait de la chaleur, ça allait amener le virus à diminuer. Du coup, on s'est dit, bon, avec les températures plus élevées qui arrivent, ça va être l'accalmie. Sauf qu'en Chine, il fait chaud, et il y a une reprise du nombre de cas. Alors du coup, c'est difficile à dire. Je crois qu'on peut pas. Tout ce qu'on peut remarquer, c'est que cette épidémie est relativement ubiquitaire. Il y a des cas un peu partout dans le monde et ça va s'étaler vite partout. Est-ce qu'il s'adapte, le virus? Est-ce qu'il mute et s'adapte? Il n'a pas l'air de muter beaucoup, ça c'est pas du tout mon expertise. Moi, je suis épidémiologiste. On peut avoir un petit doute quand même sur les chiffres chinois. 30 cas par jour et ils bouclent l'ensemble des écoles de la ville. Je pense qu'il y a plus de cas qu'on nous le dit. Ça avait été probablement le cas dans le Hubei. 30 cas par jour et mettre à l'arrêt une ville de 12 millions d'habitants, c'est une réactivité qui est... Ils n'ont pas mis à l'arrêt... Alors sur c'est 21 millions, mais ils ont mis une partie. Oui. Mais eux, leur stratégie est très claire. Ils sont, d'ailleurs, si vous regardez les données qui sont en ligne sur le site de Johns Hopkins, si vous regardez ce qui s'est passé dans les différentes provinces de Chine, l'épidémie a été extraordinairement bien contenue, même à Wuhan, mais en tout cas dans les autres provinces, très 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 bien. Il y avait très peu de cas à Pékin, et il y avait 0 cas depuis longtemps. Eux, ils ont trouvé tous les porteurs du virus, et il n'y avait plus de cas. C'est ce qu'on n'a pas fait, nous on laisse les gens circuler, et le virus circule. Vous êtes très critique vis-à-vis de la gestion des autorités, hein. Vraiment, vous êtes très critique vis-à-vis de la gestion des autorités. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas des campagnes de tests plus systématiques dans les endroits les plus chauds. Olivier Duhamel. Donc je disais, juste pour taquiner Dominique Seux qui dit il y a un doute sur les chiffres chinois, pour les experts, il n'y a pas le moindre doute, il y a une certitude qu'ils montent, une certitude absolue. Vous êtes bien parano, moi je pense que les chiffres sont tous mauvais partout, et ici ils sont particulièrement mauvais. On nous donne les clusters, sauf dans les EHPAD,
On ne nous dit pas ce qui se passe quand c'est dans les familles. Je veux dire, les données sont assez mauvaises partout. Qu'est-ce que ça Les parle? do- Je vois pas le rapport. Vous pensez que les Chinois nous cachent des choses? Ah, les Chinois nous mentent plus que les autorités françaises. Ah, Les vous chiffres croyez? posent problème. C'est pas que je crois, c'est que c'est établi. À part ça, que les chiffres soient très approximatifs, surtout que les chiffres ne soient pas en plus du tout, même en Europe, calculés de la même façon. Ce qui est quand même totalement insensé, parce que pour comprendre quelque chose à la pandémie, si on veut comparer le nombre de morts par habitant, compte tenu de l'âge, de la densité, du moment du premier cluster, etc., il faudrait qu'au moins les chiffres de base soient identiques. Or, ils sont totalement différents. Les uns contre les EHPAD, les autres les comptent pas. Les uns contre les morts en famille, les autres les comptent Oui, pas. ça c'est vrai. Etc. Et à Pékin, il n'y avait plus de cas, j'en suis certaine, et maintenant il y en a. Il n'y en a peut-être pas exactement 21 hier et 35 avant-hier, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Et s'il y avait des épidémies catastrophiques dans les provinces de Chine, il y a des journalistes, il y a des étrangers, ça serait aperçu. Je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que on sait que la Chine n'est pas une démocratie et donc on peut lui faire justifier 1000 reproches. N'empêche que je lisais par exemple, et vous l'avez sans doute lu, telle interview du directeur de Lancet qui expliquait que dans l'ensemble, ce qu'ont fait les Chinois, leurs chercheurs, leurs administrations, c'est pas si mal que ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un petit réflexe anti-chinois. Alors je ne veux pas encore défendre la Chine d'aujourd'hui, même si j'ai défendu la Chine d'hier, mais il y a un petit réflexe à dire « Ah oui, mais les Chinois ». Alors c'est vrai qu'ils ont des méthodes qu'on pourrait qualifiés d'absolument autoritaires et qu'on ne peut pas les reproduire, mais madame a quand même raison, chaque fois qu'on parle de ce qu'ils font en Chine, on dit « Ah oui, mais c'est pas une démocratie ». Ils ont fait des choses dont on aurait pu s'inspirer en étant des démocrates. On avance en revenant en France, tout à fait. Il faut plus de liberté en France, et la liberté est la valeur fondamentale en France, et vous finissez en disant en Chine, au fond, la liberté, c'est pas tellement important. Je comprends que vous préférez... Et on va pas faire tout le débat sur la Chine et la liberté en France. J'ai repris madame tout au début parce que j'avais cru dans votre premier discours que vous faisiez entre guillemets des reproches aux Français. Moi je ne supporte pas. Je trouve qu'ils se sont incroyablement bien conduits nos concitoyens et j'espère nous-mêmes. Catherine Hill insistait surtout sur les autorités. Voilà, mais je n'avais pas compris. Donc ça n'est absolument pas antinomique avec le désir de liberté. Faisons des tests, ça ne prive en rien la liberté des gens. On revient en France, on va écouter ce qu'a dit Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, et il n'est pas le seul en disant qu'attention, la deuxième vague, elle pourrait bien arriver, et puis il nous donne des précisions sur l'éventuel calendrier. Le risque d'une deuxième vague, fin octobre ou en novembre ou en décembre, est un risque qui doit être considéré. Et donc il faut le préparer. Et ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés le 12 mars. Il n'y a aucune certitude, le virus il est extrêmement stable en ce moment. L'épidémie, elle peut éventuellement repartir chez nous comme elle est repartie dans d'autres endroits. Et il y a vraiment un enjeu important pour maintenir un certain nombre de mesures barrières et d'hygiène qui vont nous permettre de contrôler ça. Et ça, on sait le faire. Bon. On a évoqué une partie de ces propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le calendrier. Pourquoi ce serait octobre, novembre, décembre, Catherine Hill? Et pourquoi ça ne serait pas juillet ou août ou septembre? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas sur quoi. C'est une idée sur les virus de la grippe saisonnier. Mais rien ne dit que ce virus est saisonnier. Donc, voilà. À Pékin, il n'y avait plus de virus et ça repart, donc ça c'est une résurgence, et ici le virus est là, il est toujours là, donc on ne peut pas dire qu'on a fini et que ça va résurgir, c'est juste qu'il va y avoir plus ou moins de contamination, selon que les gens qui sont contaminants vont en croiser plus ou moins, c'est tout. Et quand on voit les gens dans les terrasses de café, on peut être un peu inquiet. Donc en ce moment, à Paris, je pense qu'il n'y a pas trop de gens positifs. À Sarcelles, c'est pas le cas. À Rouen, c'est différent. Ça dépend des endroits. Et ça peut aller très vite. Il suffit qu'il y ait un sportif qui se En effet, ce sont ces dates. Parce que, puisque la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Ah, ça, c'est sûr. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Donc, quand vous ne savez pas, vous pouvez dire quelque chose, qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour dire peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il ne reviendra pas. Peut-être que oui, peut-être qu'il y aura une seconde vague, peut-être que pas. Mais ce qui me frappe, c'est que tous ceux qui évoquent l'éventualité d'une seconde vague la situent, comme vous avez dit, entre octobre et décembre, alors qu'il n'est absolument pas établi que ce virus fonctionne selon le mode saisonnier propre à certains des coronavirus et des virus de la grippe. Donc j'ai l'impression que c'est établi une sorte de conformisme approximatif sur l'idée que s'il y a une deuxième... Olivier, laquelle? l'explication, c'est qu'on vit plus dehors l'été et plus dedans l'hiver. Et comme le virus semble
avoir plus d'appétence pour les lieux clos, on se dit peut-être qu'à l'automne, le risque de propagation est plus fort en milieu clos qu'en milieu ouvert. Oui, Voilà. oui, ça peut être un élément. Cela dit, la météo, il faisait plus chaud pendant le confinement que maintenant. Hein, je vous signale, peut-être que la chaleur va revenir, mais pour l'instant, il faisait plus chaud pendant le confinement. La dernière semaine du confinement que maintenant. Ce qui nous interpelle aussi, c'est l'Ukraine qui pourrait reconfiner là. Et donc du coup, nous, on va suivre potentiellement cette voie où on joue à se faire peur là, depuis tout à l'heure, et on compare ce qui n'est pas comparable. Non, on ne joue pas à se faire peur, on essaye de comprendre et on voit que le virus est un peu partout dans le pays, à très bas bruit, et donc on ne sait pas très bien. Dès qu'on repère un cas, on agit sur ces clusters, mais il y en a un nouveau et puis encore un nouveau, et puis en fait, si vous regardez sur le dernier bulletin hebdomadaire, vous voyez qu'il y a plus de clusters la semaine dernière que la semaine d'avant, et plus il y a 15 jours, il y a 3 semaines, donc il y a de plus en plus de clusters, donc ça c'est pas bon. Dans la comparaison entre l'Europe et la Chine, il faut faire attention parce que le Hubei, c'est 5% de la population chinoise. Donc quand vous bloquez et vous confinez une région de 75 millions, 70 millions d'habitants, vous confinez 5% de l'activité et de la population et de l'activité économique. Vous n'arrêtez pas tout. En France, 70 millions d'habitants, c'est plus que nous sommes. Et ça a démarré en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en France principalement, c'est-à-dire dans l'équivalent de quelques régions chinoises. Mais comme il n'y a pas évidemment de politique centralisée européenne, chaque pays fait un peu ce qu'il veut, a confiné au moment où il le souhaitait, où ça lui paraissait pertinent, et donc l'absence de coordination, mais c'est toujours facile de dire ça aussi, j'en ai bien conscience, hein, mais l'absence de coordination, la comparaison avec la Chine, d'où tout est parti quand même, il faut le rappeler, hein, l'absence de coordination est très tôt, contrairement à ce qu'on nous a dit. Tout est parti très tôt, et donc la comparaison avec la Chine peut être faite. Alors j'ai une horrible question à poser à Dominique. Est-ce que nous cherchons à comprendre pourquoi on ne fait pas plus de tests? Ça, c'est absolument énigmatique. Est-ce que, Dominique, le désir affirmé d'un certain nombre de gens dans ce pays, dont vous-même, de nous voir retravailler, de nous voir éventuellement travailler plus, de nous voir avoir les yeux vissés sur l'économie, et je ne dis pas que c'est indigne, est-ce que ça n'amène pas justement à nous empêcher peut-être d'être un petit peu plus vif sur la question des tests? Parce que se mettre à parler de tester, c'est peut-être nous amener à moins travailler. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est un peu votre raisonnement, j'essaye de le suivre, mais... il va de façon tordue. Oui, c'est un petit peu avec beaucoup de précaution. On va mais tordu dans le chemin. Voilà, allez-y Gérard. Donc, grosso modo... Résumé, on nous dit travailler plus, est-ce que ça n'a pas comme corollaire tester moins? D'accord. Donc les Allemands, en testant beaucoup, voulaient, en fait, ils ont travaillé plus que nous, mais en fait, c'était camouflé. Je pose la question. On travaillait moins. Il y a une légère contradiction entre la France et l'Allemagne. Je pense surtout, d'abord que, le choix a été fait collectivement, y compris par les acteurs économiques, d'arrêter tout. Et donc on ne peut à rien reprocher aux acteurs économiques. J'aimerais vous l'entendre dire. Peut-être que ça viendra un jour. Bon, personne n'a fait pression pour dire ne confinez pas. Voilà. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Le second point, c'est qu'on ne peut pas imaginer que les acteurs économiques, sorte de pieuvres, décideraient en douce de dire on ne va pas tester pour que, en fait, il y ait plus de malades. Je comprends pas trop. Mais je veux dire simplement, j'ai l'impression qu'actuellement, l'ensemble des discours qui sont produits dans cette société sont des discours qu'on peut considérer comme justifiés, nous amenant à travailler, voire à travailler plus. Dans une société donnée, on ne peut pas tenir tous les discours à la fois. Il faut choisir ce qu'on tient. Et je suis frappé en parlant avec madame, je n'avais pas réfléchi à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas plus? C'est pas par méchanceté. Alors Gérard, la conclusion pour Catherine. Mais on pouvait tester, et au début, il y a des entreprises qui ont proposé de tester systématiquement tout leur personnel avant de se déconfiner. Ça a été refusé. Et on leur a interdit. C'est un non-sens absolu. C'est exactement... Au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Mais oui, c'est ça. Mais le gouvernement a dit, il n'est pas question, c'était Veolia. Il fallait laisser Veolia. Il a été dit, non, on ne peut pas forcer les salariés à être testés. Mais ils acceptaient ou ils refusaient. Ils acceptaient ou ils refusaient. Mais de toute façon, ça paraissait une bonne idée. Vous êtes testé, vous êtes négatif, vous retournez travailler. Sinon, vous restez confiné, vous serez payé. Et donc voilà, c'était une option qui était quand même assez raisonnable. De toute façon... Je pense qu'en Chine...
ils n'ont pas eu le choix. Voilà. Absolument. Mais Et je pense qu'en Allemagne, ils ont eu le choix. Et je vous signale, je vous rappelle quand même qu'en Allemagne, il y a eu moins de 9000 morts pour 84 millions d'habitants, que nous, on en est à 30 000, et qu'en Chine, en tout, il y a eu 4600 morts. Donc merci beaucoup Catherine en tout cas d'être venue sur ce plateau pour parler de tout cela avec nous.